L'invité de Smart Impact, c'est Kazem Tabrizi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur avec Éric Delannoy, Elodie Bossan et Arnaud Régnier de Tenzing Conseil, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, qui a fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi, tout simplement ? Alors pourquoi ? Parce que la volonté initiale, c'était de permettre finalement aux cabinets de conseil de casser un certain nombre de codes. Les cabinets de conseil sont un secteur plutôt élitiste, qui recrute dans les grandes écoles. L'idée était d'ouvrir en fait ce recrutement à d'autres profils, d'autres filiales. On va parler des facs, des BTS, mais ouvrir globalement le recrutement pour donner accès à des jeunes qui ont l'aptitude, le potentiel de faire ce métier, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et pour ça, il fallait être dans un mode de fonctionnement économique, de gouvernance un peu différent, celui de l'économie sociale et solidaire ? Alors ça faisait partie en effet de la volonté, et puis c'est ajouté à cela un autre pilier. À côté du pilier du recrutement qui est essentiel, c'est aussi le pilier en fait du modèle économique de l'entreprise. On milite pour un capitalisme durable et donc, mais on aura l'occasion d'en reparler, plutôt avec une volonté de redistribution d'une partie de nos bénéfices vers la société. Ouais. Est-ce que, tiens, c'est une rareté dans les métiers du conseil ? Est-ce que vous êtes, je crois que c'est en 2016 que vous l'avez créé, c'est ça ? Tout à fait. J'imagine que vous étiez assez pionnier. Est-ce que vous avez été copié, oui, non ? En partie. Oui. On reste un ovni. Oui. On reste un ovni pour la simple raison, c'est que le métier du conseil, et notamment les associés, ont des salaires, on va être très transparent, qui sont plutôt des salaires où on est à l'aise. Et quand on fait ce métier prenant, etc., il y a souvent la volonté d'avoir des parts et de revendre ses parts à terme. Ouais. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de parts. On est détenu par une association à but non lucratif, ce qui nous a amené à redistribuer nos bénéfices. Et donc, c'est assez anodin, voire unique, pour la seule bonne raison, c'est qu'il y a peu de gens qui vont aller jusqu'à cette étape de redistribuer en fait ces bénéfices. Et donc, vous parliez de rémunération, ça va aussi sur une logique de rémunération, plafonnée des cofondateurs, des patrons ? Des associés en général. Oui. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris en fait une règle qu'on a vue dans la loi ESUS, les entreprises ESUS, qui était... il y a un plafond de 1 à 7, 1 à 5 par rapport au SMIC. On a gardé cette même logique, mais qu'on a appliquée au salaire le plus bas de notre entreprise. D'accord. Pour permettre en fait à tout le monde d'être dans le marché du conseil. Alors, les dividendes, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Comment vous les redistribuez en fait ? Alors, je vous l'ai dit, on est détenu à 70% par une association à but non lucratif. On a créé Tenzing Association. Ce qui fait que quand les dividendes remontent à la fin de l'année, ils remontent essentiellement à l'association. Cette association donc, est dotée d'une capacité d'action qui se traduit de deux manières. La première, c'est on redistribue 150 000 euros, pour donner un exemple, en 2023, à des associations suite à un appel à projet qui est fait. Donc, un appel à projet ouvert sur le thème de notre raison d'être, donc l'égalité des chances. Et donc, on permet à toutes les associations qui militent pour l'égalité des chances, notamment au sein de l'éducation nationale de la petite enfance jusqu'à post-bac, de postuler. On a eu une cinquantaine cette année d'associations qui ont postulé. Évidemment, on en passe en soutenance une douzaine. Là, on a l'ensemble des collaborateurs qui sont mis à contribution. Donc, c'est un homme, une voix, quel que soit le grade. Je vais être dans les extrêmes, mais du stagiaire à l'associé ou au président, tout le monde en fait a le même pouvoir. Choisir les associations qui vont bénéficier de ce qu'on a appelé le prix Tenzing de l'égalité des chances. D'accord. Et donc oui, tout le monde participe parce que ça fait partie même de l'ADN de l'entreprise qui consiste à dire, quand on travaille, notamment dans un cabinet de conseil, on a souvent l'impression de travailler pour ses associés qui s'enrichissent. Là, on travaille pour la société. On travaille pour redonner à toutes ces associations qui militent tous les jours et qui travaillent tous les jours pour l'égalité des chances. Je crois que depuis la création en 2016, vous avez redistribué autour d'1 million d'euros. Vous avez des exemples d'associations comme ça qui vous viennent un peu spontanément ? J'en ai évidemment plusieurs. On va faire toute l'émission avec des exemples. Il y en a plus d'une quinzaine, évidemment, que je pourrais vous citer. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Chemin d'avenir, qui travaille notamment avec tous les jeunes qui sont de la ruralité, qui n'ont pas forcément les codes, grosso modo, des urbains, pour être très transparent. Quand vous êtes plutôt d'une famille aisée, vous avez plus de chances de faire des grandes écoles. Quand vous êtes en ville, urbain, vous avez plus de chances de faire des grandes écoles. Donc l'idée est d'un peu de casser ces codes-là. Et ils le font très bien. Ils ont développé même un outil qu'ils mettent à disposition des enseignants pour justement permettre de familiariser leurs élèves à tout ce qu'ils pourraient faire. Ça me fait penser au dividende sociétal qui a été lancé il y a 18 mois par le Crédit Mutuel. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes dimensions, parce que vu la taille de la banque, ils redistribuent 15% de leurs résultats nets, alors soit à des associations, soit à des start-upers, etc., etc.
Est-ce que vous voyez quand même poindre un mouvement dans ce sens-là? Vous voyez, sur le rôle social de l'entreprise à côté de l'État ou à côté des collectivités pour faire en sorte que notre société aille mieux? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est... Moi, je suis très fan de ce que fait le Crédit Mutuel CIC et la Maïf d'ailleurs au même titre. Cette logique de redistribuer une partie de ses bénéfices, elle est forcément intéressante vis-à-vis de la société. 15% pour le Crédit Mutuel Arkea, je crois que c'est 10% pour la Maïf. Oui. Nous, chez Tenzing, on est à 25% de nos bénéfices et résultats nets. Donc, on cherche à avoir cet impact. Là où vous l'avez dit, forcément 25% de Tenzing Conseil versus 15% du Crédit Mutuel, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est le principe et la volonté, quoi. Exactement. Et sur le fait qu'il y ait éventuellement un mouvement, plusieurs entreprises qui s'y mettent. Ça, on le voit depuis la loi Pacte de 2019. En fait, on a vu que beaucoup d'entreprises ont commencé à prendre de manière beaucoup plus claire des engagements sociaux, environnementaux à leur compte. Ils le traduisent de plein de façons différentes. Il n'y a pas d'ailleurs de bonne ou de mauvaise façon, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je vous avoue que ça, c'est bénéfique pour... j'ai envie de dire, notre futur, nos enfants et notre avenir. Et d'ailleurs, ça rejoint cette communauté Les Entreprises s'engagent, dont Bismart est partenaire. Vous êtes membre et mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent. Elle vous apporte quoi? Alors déjà, des rencontres, du partage. Le fait de côtoyer d'autres dirigeants qui ont d'autres contraintes, problématiques, défis. On se retrouve en fait autour, on discute, et c'est grâce à ces échanges et ce partage que ça va nous permettre de faire avancer les entreprises qui sont peut-être un peu plus loin du ballon, et même d'apprendre de celles qui ont une longueur d'avance. Ce partage est essentiel parce que le succès finalement de l'engagement des entreprises, du succès de l'impact que l'on va avoir sur l'environnement et la société au sens large, viendra de notre capacité à faire corps. Qu'est-ce que vous apportez à la communauté en tant que cabinet de conseil un peu atypique? Alors, tout le volet mécène, vous l'avez dit, et au-delà de ça, on a un modèle de recrutement qui est très particulier. Nous, on est tout à fait ouvert à partager ce modèle de recrutement. On a développé un outil en interne qui permet de le faire. On a travaillé sur tout un process de recrutement bien spécifique. Et notre objectif maintenant est de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'ouvrir le recrutement, de permettre de la mobilité interne aussi, pour donner la chance à tous les potentiels qu'ils ont. On peut prendre des exemples. Qu'est-ce qu'il a de... Alors, vous l'avez un peu évoqué, le fait de ne pas se contenter, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais de la filière des grandes écoles quand on est cabinet de conseil. Ça passe par... C'est quoi? Il faut être proactif, il faut mettre des petites annonces à des endroits où les gens se disent c'est pas pour nous le cabinet de conseil. Comment vous fonctionnez? Alors, le sourcing est en effet un vrai sujet. Déjà, c'est être là où on ne nous attend pas. Pour vous donner des exemples, quand on va dans des grandes écoles, il y a des forums qui sont organisés et donc tout ça est bien orchestré. Quand on va à l'université, c'est déjà moins présent. On trouve un petit bout de table, une chaise, des fois on est dans les couloirs. Donc déjà, parler de notre métier, dire ce que l'on fait au quotidien, c'est nouveau. Est-ce qu'il y a un a priori négatif parfois? Il y a eu des scandales de cabinets de conseil récents, soulevés notamment par les commissions d'enquête parlementaires. Tout donc à fait. Vous êtes assimilé à certains cabinets de conseil qui n'ont évidemment pas les mêmes principes et valeurs que vous. Vous entendez cette petite musique parfois? De la part de certains clients, on peut le voir. Oui, les cabinets de conseil ont cette image et malheureusement... je dirais, on peut être jeté je dirais, dans la même catégorie que tous les cabinets. Mais au-delà de ça, par rapport aux jeunes qu'on rencontre, non. Non, parce que en fait, ils sont tellement loin de ces sujets-là que déjà le conseil, c'est nouveau. Quand on leur parle du conseil, quand on leur parle de notre quotidien, c'est une découverte, en fait, je dirais quasiment, on part de zéro. Ça veut dire, vous avez combien de salariés? 60. 60. Il y a vraiment un équilibre entre ceux qui viennent de grandes écoles et ceux qui viennent d'autres environnements? Alors, on est société à mission, et parmi nos engagements, on a en effet un engagement très clair sur le sujet, et on a 45% des jeunes qui sont issus en effet de ces parcours qu'on va qualifier, je dirais, d'atypiques par rapport au secteur du conseil. Donc, on a un objectif, on le suit régulièrement, et il est important de mixer. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a rien contre les grandes écoles, bien au contraire, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'ils s'apportent l'un l'autre. On a besoin, quand on est un jeune qui arrive d'une filière, on pourra peut-être en parler, mais quand on fait histoire géo, etc., et qu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir les codes. Et d'avoir en effet des profils qui se complètent permet d'avoir le compagnonnage. Dernier mot, est-ce qu'il reste plus longtemps? Parce que vous le disiez tout ça, souvent, dans le parcours, on rentre dans un cabinet de conseil, c'est un peu la dernière brique de la formation et on s'en va. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Quand quelqu'un est déjà passé par un cabinet de conseil, il reste plus longtemps. Parce que
la manière dont on fonctionne et notre modèle social, évidemment, parle aux gens qui viennent, aux gens qui ont vécu d'autres cabinets de conseil. Pour les jeunes que l'on recrute, ils ont, après quelques années, une envie aussi de se confronter à d'autres cabinets ou chez des clients. Parce que ça fait partie aussi de notre modèle que de permettre à ces jeunes de choisir demain leur métier, aussi bien chez les clients, voire même dans d'autres cabinets. Donc, ça fait partie de notre modèle d'essaimage que de permettre justement de leur donner tous les moyens, toutes leurs chances. Merci beaucoup, Kazem Tabrizi, et bon vent à Tenzing Conseil. On passe à notre débat autour de... on va rester sur le ressenti des étudiants autour de la finance durable.